Cette vidéo, nous allons faire l'introduction d'un type particulier de variable aléatoire qu'on appelle les variables aléatoires discrètes. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est une variable aléatoire discrète, donner une proposition sur ce type de variable aléatoire, et après on passera à quelques exemples. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une variable aléatoire discrète? Une variable aléatoire va être dite discrète, donc une variable aléatoire grand X va être dite discrète si son support x d'oméga. Donc je vous rappelle que le support d'une variable aléatoire, c'est l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre. Donc une variable aléatoire grand X va être dite discrète si son support est un ensemble fini ou infini dénombrable. Donc le support, c'est bien un ensemble, puisque c'est un ensemble de valeurs, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre une variable aléatoire. Et si cet ensemble est fini ou infini dénombrable, on va dire que la variable aléatoire est discrète. Et en plus, si l'ensemble de ces valeurs, donc si le support est fini, on va dire que la variable aléatoire grand X est discrète et finie. Et si le support est infini dénombrable, vu ce qui est dit au-dessus, on va dire que grand X est une variable discrète infinie. Et savoir déterminer si une variable aléatoire est discrète est important, et aussi savoir déterminer si c'est une variable aléatoire discrète finie ou infinie, c'est en général très important parce qu'on va voir que les méthodes qu'on utilisera pour ces deux types de variables aléatoires discrètes sont en général assez différentes. Donc voilà pour la définition. On fera deux exemples après où on a justement où on a affaire à deux variables aléatoires discrètes. Alors avant de passer sur les exemples, je voudrais donner une proposition qu'on illustrera aussi par les mêmes exemples. Je voudrais parler de la loi d'une variable aléatoire discrète. Alors la loi d'une variable aléatoire, je vous rappelle, c'est la donnée de toute l'information d'une variable aléatoire. Et pour une variable aléatoire discrète, ce sera assez simple. La notion de loi d'une variable aléatoire discrète est assez simple, puisque pour déterminer la loi d'une variable aléatoire discrète, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il faut donner deux choses. Le support de la variable aléatoire. Donc il faudra commencer en général par dire voilà, cette variable aléatoire, pour en déterminer la loi, je donne d'abord l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre. Donc on donne le support de cette variable aléatoire. Et ensuite, il y a une deuxième chose à faire qui en général nécessitera plus de travail. Il faudra donner toutes les probabilités relatives à cette variable aléatoire. Donc il faudra donner toutes les probabilités, il faudra calculer toutes les probabilités du type probabilité que grand X soit égal à X, où X est un élément quelconque du support. Donc autrement dit, il faudra calculer toutes les probabilités que grand X soit égal à X, où X peut être n'importe quelle valeur que peut prendre cette variable aléatoire grand X. Maintenant, nous allons illustrer ces deux choses, cette définition et cette proposition, sur deux exemples. Alors, ce ne sont pas les mêmes exemples que dans le cours. En tout cas, le premier n'est pas un exemple du cours, parce que je voulais faire un exemple un peu différent, qui est peut-être un tout petit peu plus compliqué que celui qui est dans le cours, mais ça permet d'avoir un peu plus d'exemples. Alors, l'exemple qu'on va considérer est le suivant. Donc, on lance deux fois une pièce équilibrée, et on va appeler grand X la variable aléatoire égale au nombre de piles qu'on a obtenues durant ces deux lancers. Donc déjà, grand X, c'est bien une variable aléatoire, c'est bien un nombre qui est une quantité qui est construite à partir d'une expérience aléatoire. Donc, suivant les différents résultats de l'expérience aléatoire, on va avoir différentes valeurs pour grand X. Et la question qui nous intéresse est la suivante, on veut déterminer la loi de grand X. Alors comme on l'a vu avant, pour déterminer la loi de grand X, il faut donner deux choses. Il faut déjà donner le support, donc l'ensemble des valeurs que peut prendre cette variable aléatoire. Le support de grand X, ici, va être 0, 1, 2, l'ensemble qui contient 0, 1, 2. Pourquoi? Car en 2 lancés, on peut obtenir 0, 1 ou 2 piles. Voilà. On peut très bien n'obtenir aucun pile sur les deux lancers, on peut obtenir exactement 1 ou exactement 2. Et il n'y a pas d'autres possibilités. Donc le support, ici contient 3 éléments. Donc en particulier, on a montré ici que, donc, en déterminant ce support, on a démontré que x est bien une variable aléatoire discrète, puisque son support est un ensemble fini, et
peut même dire qu'elle est discrète finie. Voilà, donc déjà le fait d'avoir déterminé le support nous permet d'affirmer qu'on a bien affaire à une variable aléatoire discrète et en plus qu'elle est finie. Et bah, on a aussi besoin de ce support pour déterminer la loi. Donc déjà on a fait la moitié du travail, on a déterminé le support de notre variable aléatoire. Donc ensuite, vu la proposition qui était donnée avant, on a besoin de calculer toutes les probabilités du type P de x égale petit x, avec x un élément quelconque du support. Donc ici on va l'écrire de manière plus simple, vu qu'il n'y a que 3 éléments dans le support, on va juste déterminer la probabilité que grand X soit égal à 0, la probabilité que grand X soit égal à 1, et la probabilité que grand X soit égal à 2. Donc on va faire quelques calculs, les calculs ne sont pas très compliqués. On va commencer par déterminer la probabilité que grand X soit égal à 0. Alors, pour déterminer tout ça, on va avoir besoin d'exprimer les différents événements euh, en termes d'événements un peu plus simples. Donc, on a besoin d'introduire la notation assez standard de l'événement PI qui décrit l'événement on obtient un pile au lancer I. Alors, avec cette notation, l'événement grand X égale 0, donc je rappelle quand on écrit entre crochets, c'est qu'on décrit un événement, donc l'événement grand X égale 0, c'est-à-dire l'événement on n'obtient aucun pile en 2 lancers, correspond à l'événement on a obtenu face, puis face. Et donc, on va pouvoir calculer la probabilité de cet événement, puisque bah, l'événement x égale 0 est égal à P1 bar inter P2 bar, et il se trouve qu'ici, vu que P1 bar et P2 bar correspondent aux deux événements construits à partir des résultats de deux lancers différents, ces deux événements vont être indépendants. Et en plus, on va pouvoir facilement calculer la probabilité de ces deux événements puisque la pièce est équilibrée. Donc on va quand même écrire pourquoi est-ce qu'on obtient ça, on va quand même le justifier. Donc ici, c'est de l'indépendance. C'est pour ça qu'il est intéressant d'écrire que l'événement x égale 0 est égal à P1 bar inter P2 bar et P2 bar. Et l'égalité ici est valable parce qu'on a une pièce équilibrée. On a une pièce équilibrée, ce qui fait que la probabilité d'obtenir pile ou face à chacun des lancers est égale à 1,5. Et donc au final, la probabilité que x soit égal à 0 est égale à 1 quart. Donc ça, c'était pour l'événement x égale 0 et sa probabilité. Et donc il faut encore faire ça pour deux autres probabilités, mais on va suivre la même démarche. L'événement x égale 1, bah, pour obtenir exactement un pile, il y a deux possibilités. Soit on fait pile puis face, ou l'inverse. Ce qu'on va écrire de cette manière en termes d'ensemble, de réunion et d'intersection d'ensemble. Et on va donc pouvoir calculer la probabilité que x soit égal à 1, utilisant des arguments très standards. C'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cet exemple, puisqu'il permet d'utiliser, de revoir certains arguments très classiques qu'on a vu un peu plus tôt dans l'année. Donc on veut donc calculer la probabilité d'une réunion. Il se trouve que les deux événements dans la réunion sont incompatibles, ou sont disjoints. Donc on a le droit d'affirmer dans ce cas-là que la probabilité de la réunion est égale à la somme des probabilités. Ensuite, bah, on se rend compte qu'on doit calculer deux probabilités d'intersection. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bah, ces deux probabilités, on va pouvoir les calculer sous la forme de produit. Donc là, comme ça, c'est de l'indépendance. Et du coup, bah, en remplaçant
puisque toutes ces probabilités, les 4 probabilités qui apparaissent ici sont toutes égales à 1/2, on va avoir 1/4 plus 1/4, c'est-à-dire 1/2 au final. Voilà pour P de x égale 1. P de x égale 1 est égal à 1/2. Et il ne reste plus qu'à déterminer la probabilité de l'événement x égale 2. En fait, c'est la même chose, hein, il n'y a qu'une seule possibilité pour que x soit égal à 2, c'est d'avoir obtenu exactement 2 piles en 2 lancers, donc c'est-à-dire avoir obtenu pile puis pile, et en utilisant les mêmes arguments, donc là je suis beaucoup moins détaillé, on va obtenir que c'est 1/2 au carré, c'est-à-dire un quart. Sur une copie, vous avez le droit d'écrire aussi ça, que vous avez le droit d'aller un petit peu plus vite vu que ce sont les mêmes arguments que ceux qui ont été utilisés avant. Alors, juste une petite remarque, très souvent, dans les exercices de ce type-là, quand on vous demandera de calculer, de déterminer la loi d'une variable discrète, surtout si elle est finie, si vous avez par exemple à calculer 3 probabilités, il y a un résultat qui est vu un peu plus tard dans le cours qui dit que la somme de toutes les probabilités liées à une variable aléatoire est égale à 1. Donc ici, le plus rapide finalement, c'est de calculer 2 des 3 probabilités. Bon, disons par exemple les 2 premières, un quart et un demi, et d'en déduire que la troisième vaut forcément un quart puisque la somme des 3 est égale à 1. Bon, ici, j'ai pas utilisé ce résultat parce qu'il, bah, vu qu'il apparaît après dans le cours. Et même le plus simple ici, ce serait même de calculer P de x égale 2, P de x égale 0, qui sont assez simples à calculer, et de dire P de x égale 1 vaut forcément 1 demi puisque la somme des 3 probabilités doit être égale à 1. Voilà, je termine sur pour cette remarque. Et ensuite, on va pouvoir conclure. On a donc x de oméga qui est égal à 0, 1, 2. Donc je rappelle qu'on nous demandait de déterminer la loi. Il faut donner deux choses, le support et toutes les probabilités liées à cette variable aléatoire. On va avoir deux de ces trois probabilités qui sont égales à un quart et la troisième qui est égale à un demi. On peut aussi représenter ça sous la forme d'un tableau. Donc, certains exercices, on représentera la loi d'une variable discrète finie sous la forme d'un tableau. Donc voilà pour ce premier exemple. Donc on a déterminé le support, et après on a calculé toutes les probabilités, les trois probabilités qui nous intéressaient ici. On va maintenant faire un deuxième exemple. Alors par contre, cette fois-ci, c'est l'exemple qui est dans le cours. Mais c'est un exemple tellement important que je me suis dit qu'il fallait vraiment que vous le compreniez bien et parce qu'il faut vraiment le connaître par cœur. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment savoir faire et les arguments qu'on va utiliser vont être très souvent utilisés. Ça va apparaître dans beaucoup d'exercices. Alors, donc on va faire un exemple qui va être un tout petit peu plus compliqué. On va cette fois-ci lancer indéfiniment une pièce qui donne pile avec une probabilité P, où P est un nombre quelconque entre 0 et 1. Et on va appeler Y la variable aléatoire qui compte le nombre d'essais nécessaires pour obtenir le premier pile. C'est-à-dire le rang d'apparition, Y est le rang d'apparition du premier pile dans cette succession infinie de lancers de pièces. Et à nouveau, on nous demande de déterminer la loi de Y. Alors commençons par déterminer son support. Alors il faut bien comprendre qu'ici le support, donc déjà c'est un ensemble d'entiers, puisque on parle du nombre d'essais nécessaires, donc un nombre d'essais nécessaires est forcément un nombre entier. Et en fait, le support va être n étoiles, parce que déjà il faut au moins une tentative, au moins un essai pour obtenir le premier pile. Donc ça peut pas, le 0 ne peut pas être dans ce support. Et après, on peut, le premier pile, il peut arriver à n'importe quel. Peuvent arriver. Apparaître au premier lancé. Au deuxième. Au troisième, etc. Le premier pile peut apparaître à n'importe quel rang entier naturel strictement positif. Alors, donc là, ce qu'on vient de voir, du coup, c'est que y d'oméga est égal à n étoiles. Donc, vu que le support de la variable aléatoire y est un ensemble infini dénombrable, ce qu'on peut dire, c'est que déjà y
eh bien, une variable discrète et infinie. Donc ça c'est important, donc on a bien affaire à un autre exemple de variable aléatoire discrète qui cette fois-ci va être infinie, puisque son support est infini. On va maintenant continuer à chercher continuer à déterminer la loi de cette variable aléatoire, puisqu'on a déjà trouvé son support. Donc ça c'est le premier point, on a déjà trouvé son support, puisque c'est n étoiles. Il ne nous reste plus qu'à déterminer toutes les probabilités que y soit égal à k, où k est un élément quelconque du support. Donc, du coup, k est un élément quelconque de n étoiles. Alors, donc on va déterminer ça. Donc on veut déterminer la probabilité de l'événement y égale k pour un k quelconque dans le support. C'est pour ça que j'ai écrit soit k appartenant à y de oméga. Donc on veut calculer la probabilité de l'événement y égale k. On va commencer par, un peu comme tout à l'heure, par réécrire cet événement y égale k en fonction d'événements un peu plus simples. Vous allez voir que les arguments vont être assez similaires. Et on va les exprimer en fonction finalement des événements PI, où on obtient pile au lancer I, avec I qui est un entier naturel quelconque. Et là, il y a un premier point qu'il faut bien comprendre. L'événement y égale k signifie le premier pile a été obtenu au kème lancé, puisque y est le nombre d'essais nécessaires pour obtenir le premier pile. Donc l'événement y égale k est réalisé si et seulement si le premier pile apparaît au kème lancé. Mais pour que le premier pile apparaisse au kème lancé, il n'y a qu'une seule possibilité, il faut forcément avoir obtenu face au premier lancé, face au deuxième, face au troisième, etc. jusqu'au k-1e. Donc, d'une manière plus simple, il faut que lors des k-1 premiers lancés, il ne faut avoir obtenu aucun pile, ou n'avoir obtenu que des faces. Et forcément, le kème lancé donne pile. Donc la seule possibilité pour que le premier pile apparaisse exactement au kème lancé, c'est de n'avoir obtenu que des faces lors des k-1 premiers lancés, puis un pile au kème lancé. Et ce qu'on vient de faire là, c'est un type de raisonnement qu'on utilisera beaucoup. Alors ici, cette décomposition sous forme d'intersection va être particulièrement intéressante, puisque les événements qui apparaissent dans cette intersection sont mutuellement indépendants, comme tout à l'heure. Et c'est en général pour ça qu'on utilise ce genre de décomposition, pour utiliser de l'indépendance, ou parfois pour utiliser d'autres choses, mais c'est très souvent pour utiliser de l'indépendance. Donc P de Y égale K, donc ça va être, je vais réécrire, donc c'est la probabilité de P1 bar, inter P2 bar, etc. jusqu'à PK-1 bar, inter PK. Et comme on l'a dit, comme tous les événements de cette intersection sont mutuellement indépendants, on va avoir que la probabilité de cette intersection est égale au produit des probabilités par indépendance des événements PI pour I appartenant à une étoile. Donc tous les événements de la forme PI avec I appartenant à une étoile sont indépendants. Donc la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités. Et il se trouve que dans ce produit de K facteurs, les K-1 premiers facteurs sont égaux à 1 moins P. Donc on va avoir 1 moins P puissance K-1 fois P. Donc je vais expliquer pourquoi, parce qu'on nous dit dans l'énoncé que pour tout K, on va pas prendre pour tout K, pour tout I appartenant à n étoiles, P de PI est égal à P. Donc en particulier P de PI bar est égal à 1 moins P.
Donc on a terminé notre raisonnement parce que on a trouvé la probabilité que y soit égal à k pour un k quelconque dans le support. Donc on va pouvoir conclure. Conclusion, on a trouvé le support de notre variable aléatoire, c'est l'étoile, et pour n'importe quel élément dans ce support, on a obtenu la probabilité que y soit égal à k. C'est 1 moins p puissance k-1 fois p. Donc encore une fois, cet exemple est très important en fait. La variable aléatoire qui est ici est une variable aléatoire de référence, une variable aléatoire usuelle qu'on verra dans le chapitre suivant, qui s'appelle la variable aléatoire géométrique de paramètre p. C'est pour ça qu'elle est très importante. D'une part parce qu'elle apparaît dans beaucoup de situations, mais en plus parce que c'est une variable aléatoire de référence. Donc voilà pour ce deuxième exemple. Donc à retenir, dans les deux cas, quand on a une variable discrète et qu'on nous demande de déterminer sa loi, on commence par en déterminer le support, et ensuite on va déterminer toutes les probabilités relatives à cette variable aléatoire. Donc en fait on va déterminer autant de probabilités qu'il y a d'éléments dans le support.